Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et plus particulièrement d'électricité. On a eu Stéphane Châtelain sur le podcast il y a longtemps qui nous avait parlé d'énergie renouvelable. Et en fait, depuis, on n'a pas beaucoup parlé d'énergie alors que c'est un sujet crucial et vraiment central de notre transition énergétique et écologique. Et du coup, aujourd'hui, je reçois Rodolphe Meyer que vous connaissez peut-être un peu mieux sous le nom Le Réveilleur. Il est présent sur YouTube, Twitter. Écoute, plutôt que de te présenter toi-même, de te présenter toi, je te laisse te présenter. Peut-être Rodolphe, tu le feras mieux que moi. Merci. D'abord, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Rodolphe Meyer et j'anime cette chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur, où je fais de la vulgarisation scientifique sur des enjeux environnementaux. J'ai pas mal parlé de climat et depuis 2, 3, 4 ans, je parle beaucoup d'énergie et en particulier d'électricité. Donc moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement, plus particulièrement dans une technique qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, qui permet d'évaluer les impacts environnementaux de produits ou de services et de pouvoir faire des comparaisons. Et en parallèle de ce doctorat, j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube où je fais de la vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, c'est mon activité à plein temps. J'arrive à vivre de cette activité. Et je pense qu'on est là plus particulièrement pour parler d'un travail que j'ai fait dans le cadre d'une vidéo sur l'évolution du système électrique en France. Donc je pense qu'on Exactement. va parler de ça aujourd'hui. C'est ça. Alors, moi, la question que je me posais du coup avant de te contacter, c'était suite à la sortie du rapport qu'on appelle RTE 2050, donc qui précisait les futurs probables des mix énergétiques et électriques en France. Et donc voilà, donc c'est une question que je me posais, comment ça va se passer et surtout pourquoi est-ce que les débats politiques, notamment avant la présidentielle, sont assez cristallisés sur ces questions énergétiques et électriques. Et voilà, donc l'idée c'était de comprendre ce que propose ce rapport et les différents points sur lesquels il se base, notamment la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, pour déterminer un peu ces futurs probables. Du coup, plongeons dedans. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu le contexte, les nouveaux besoins, le parc électrique énergétique qui vieillit, etc. Oui. Alors, en fait, il faut comprendre qu'on a une époque un peu charnière pour l'évolution du système électrique et du système énergétique même en général. Et c'est pour ça que ça va continuer de se cristalliser politiquement. En fait, va falloir faire des choix et ces choix, ils sont pas que techniques, on le verra. Alors, on en est où aujourd'hui? En fait, ce qui se passe, c'est que dans un pays comme la France, on a un système énergétique dont l'électricité n'est qu'une sous-partie. Mmh. Et dans ce système énergétique, il y a l'électricité à laquelle on est habitué parce qu'on l'utilise tous les jours, on est toujours en contact, etc. Mais il faut pas oublier également qu'on a des besoins de chauffage qui sont encore dans lesquels il y a beaucoup d'utilisation d'énergie fossile, du fuel, mais aussi et surtout du gaz. Et on a évidemment toute la mobilité qui fonctionne encore quasiment entièrement au pétrole, à l'exception des premières voitures électriques et des trains qui sont électrifiés en partie. Donc, on a encore une société où la majorité de l'énergie consommée en France, c'est des ressources fossiles. Ce sont des ressources fossiles. Et En termes de proportion, corrige-moi si je me trompe, mais dans le mix électrique, le nucléaire représente par exemple 75%, et dans le mix énergétique, on est plutôt autour de 15-17%, pour montrer peut-être la différence entre les consommations énergétiques et électriques. ouais, en fait, c'est un peu compliqué parce que ça dépend si on regarde en énergie primaire, en énergie finale, et il y a des problèmes de Ouais. convention dans l'énergie. Mais si on regarde l'énergie qui est vendue aux particuliers, effectivement, je pense que le nucléaire, ça va être à peu près ce que tu as dit. Après, dans l'électricité, on a d'autres sources bas carbone, on a quand même du Ouais, bien sûr. renouvelable, ce qui fait que l'électricité, au final, on a plus que 10% de fossiles environ. Et souvent, on se félicite de ça, et il y a des personnes qui trouvent que la France est exemplaire, mais l'énergie ne se limite pas à l'électricité. Et quand on regarde toute l'énergie vendue aux particuliers, on a 2 tiers de fossiles. D'accord, ouais. Ok. Et en fait, dans ces 2 tiers de fossiles, il y a le pétrole, il y a le gaz et il y a le fuel pour le chauffage. Il y a aussi des usages industriels des énergies fossiles en France. Et si on veut un ordre de grandeur, en fait, la consommation moyenne par Français, c'est 2 tonnes de fossiles par an. Donc ça reste des quantités qui sont énormes.
Et donc, c'est de ça dont on veut sortir. D'abord parce qu'on a pris des engagements sur la réduction des émissions de CO2, donc sur le changement climatique, et des engagements qui sont inscrits dans la loi, etc., de réduction des émissions. Et c'est là qu'il y a cette stratégie nationale bas carbone qui est un peu la feuille de route de la France pour sa consommation d'énergie et qui vise à sortir des fossiles. On a des engagements sur le climat, sur la réduction des émissions de CO2, donc on va devoir le faire. Après, il faut se rendre compte qu'il y a d'énormes avantages à sortir des fossiles le plus rapidement possible en dehors du climat. Les fossiles, c'est une source de pollution de l'air qui tue autour de 40 000 personnes par an en France. C'est aussi ce qui détruit notre balance commerciale. Tout ce pétrole, ce gaz, on l'importe. Et je pense que l'actualité récente montre l'incroyable vulnérabilité qu'on a quand on a un système énergétique qui repose sur les fossiles. Parce que dès qu'il y a des problèmes dans le monde, ces prix augmentent et ça peut avoir des conséquences sociales assez fortes, ça va avoir des conséquences économiques très fortes. Et donc, on a de gros intérêts de sortir du fossile, même au-delà du climat. C'est une grosse vulnérabilité, c'est une grosse perte d'argent. C'est un problème pour beaucoup de gens qui sont en situation de pauvreté énergétique. Et donc, c'est un chantier prioritaire pour plein de raisons, économiques, politiques, stratégiques, et pas seulement environnementales. Et quand on regarde les raisons environnementales, il y a évidemment le climat, qui est une raison extrêmement importante. Et on n'a pas le temps de s'étendre sur les conséquences du changement climatique, mais j'avais fait une vidéo sur la chaîne du Monde, si vous voulez aller dans cette direction et vous convaincre que vraiment, il faudrait agir rapidement. Mais même au-delà du climat, il y a d'autres impacts environnementaux où les fossiles, l'utilisation de fossiles nous coûte très cher en fait, en tant que société, en tant qu'humanité, et donc il faut vraiment lutter contre ça. Donc ça, c'est un peu un premier objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de sortir des fossiles. Et pour donner un peu de contexte, on enregistre cet épisode donc en mars 2022. Donc la guerre en Ukraine est en cours et les sujets principaux autour de l'énergie, c'est lié au fait que la Russie approvisionne une grosse partie de l'Europe en gaz notamment, et qu'on a énormément de difficultés à se rendre indépendant pour pouvoir mettre des sanctions qui soient efficaces vis-à-vis de la Russie sur ces sujets. Notamment. En gaz et en pétrole. Et avant même l'invasion de l'Ukraine, il y avait une explosion des prix du gaz. Et comme à cause du fonctionnement du marché de l'électricité, ça entraîne une augmentation des prix de l'électricité. Et là, on a aussi une augmentation des prix du pétrole. Et ça commence à peser vraiment lourd sur certains ménages. Et on a des mesures politiques qu'on pourrait juger un peu électoralistes de réussir à tenir ces prix ou les faire baisser avant les présidentielles. Mais en tout cas, c'est aussi ça peut-être qui amène ces enjeux-là dans les discussions sur l'élection présidentielle, même si je trouve que personnellement, c'est pas encore assez présent et c'est pas très bien traité. Mais bon, voilà. Ce contexte nous montre que se reposer sur les fossiles, ça peut être dangereux et pas que pour le climat. Effectivement. Donc, contexte, balancer les fossiles. Et ensuite, quelles sont les énergies sur lesquelles on peut se reposer et le contexte lié à ces énergies-là. Alors effectivement, donc quand on regarde l'énergie en général, on peut avoir des renouvelables en dehors de l'électricité, notamment l'utilisation de la biomasse et du bois en France, qui a été très présente historiquement par rapport à d'autres pays et qui reste une part non négligeable de la production de chaleur en France. Et cette question de l'énergie en général, je la connais un peu moins, donc on va vite se retourner vers l'électricité, mais je tiens quand même à souligner le fait que voilà, si on parie plus sur la biomasse, on peut avoir moins besoin d'électricité et inversement. Si les projections d'utilisation de la biomasse, par exemple, sont surestimées dans la stratégie nationale bas carbone et qu'on veut la même consommation d'énergie au final, il faudra compenser en ayant un peu plus d'électricité. Donc, il y a une évolution du système énergétique qui va être liée au fait de sortir du pétrole. Et en fait, dans beaucoup de scénarios, on le voit très bien de RTE, mais c'est quelque chose, c'est quasiment une constante. Je pense, on pourrait presque dire un consensus aujourd'hui. C'est que dans beaucoup de scénarios, pour réussir à sortir des fossiles, on a besoin de plus d'électricité. En fait, il y a de très grandes chances que dans les décennies à venir, la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie augmente. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des nouveaux usages de l'électricité. L'électricité va venir remplacer dans l'industrie des utilisations des fossiles aujourd'hui, va venir remplacer au moins en partie la mobilité thermique, La voiture électrique va venir se substituer au moins partiellement aux voitures à combustion qu'on a aujourd'hui. Et on peut avoir aussi dans différents pays. La France a déjà du chauffage électrique, c'est moins répandu dans d'autres pays d'Europe, mais on va avoir une électrification aussi de la production de chaleur.
Alors de préférence avec des pompes à chaleur qui sont beaucoup plus efficaces que les radiateurs classiques. Mais du coup, on a ces nouveaux usages qui vont imposer d'utiliser plus d'électricité pour pouvoir utiliser moins de fossiles derrière. Donc vraiment, quand on pense émissions de CO2, énergie, électricité, faut pas se réduire aux seules émissions CO2 du système électrique. Le système électrique va pouvoir réduire des émissions ailleurs en permettant d'électrifier certains usages. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et quand on regarde la stratégie nationale bas carbone ou le rapport RTE, on voit que dans les réductions d'émissions qui sont envisagées d'ici 2050, l'électrification de certains usages permet vraiment une réduction importante des émissions de CO2. Il y a pas mal de choses qui passent par là, notamment dans la mobilité. Je sais plus exactement, mais je crois que ce qui est envisagé comme réduction d'émissions entre 2019 et 2050, il y en a au moins un bon tiers qui passe par l'électrification de choses qui sont pas électrifiées aujourd'hui. Donc, on a ce premier truc qui est l'utilisation d'électricité pour des choses qu'on fait pas aujourd'hui. Et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène. Hein. On produit déjà d'énormes quantités d'hydrogène dans nos sociétés, notamment pour l'industrie. Cet hydrogène est produit avec des ressources fossiles. Demain, on envisage de le faire avec de l'électricité. Pour ça, il en fait vraiment beaucoup, quoi. Donc, on va avoir plein de nouveaux usages comme ça où on va venir virer les fossiles du mix énergétique en passant par l'électricité. D'accord. Et juste pour donner encore une sorte d'ordre de grandeur, aujourd'hui, l'usage électrique dans le mix énergétique, c'est environ 25%. Dans la stratégie nationale bas carbone, donc en 2050, on devrait être à 55%. Ouais, c'est ça. Après, il y a deux effets là-dedans, et ça, c'est pas toujours très bien compris. Il va y avoir effectivement une augmentation de la production d'électricité qui va passer, je sais plus exactement, je dois l'avoir quelque part, qui va passer. Aujourd'hui, on est à autour de 470 consommés vraiment sur le territoire, et on va passer, je crois que dans RTE, ils envisagent 645. Donc il y a une augmentation. Tu parles de térawattheure, c'est ça? Térawattheure, pardon, oui. Térawattheure, donc ce qui est consommé annuellement comme électricité en France. Donc il va y avoir une augmentation de la consommation liée à ces nouveaux usages. Mais si vous faites le calcul de tête, vous vous rendez compte que cette augmentation ne peut pas justifier une différence de 25 à 55%. Et ce qui se passe, c'est aussi une diminution de l'énergie finale qui est consommée en France. Donc en 2050, donc si on reprend pareil, RTE, ça donne des repères. Hein, on discutera peut-être des trajectoires possibles. Je dis pas, enfin, personne ne croit que c'est exactement les quantifications qui arriveront. Mais quand on regarde RTE, ils expliquent qu'aujourd'hui, on consomme 1600 TWh d'énergie finale. Donc là-dessus, il y a un quart d'électricité seulement et il y a 2 tiers de fossiles. Et en 2050, on consommerait 930 TWh. Donc il y a une réduction importante. Il y a 40% de réduction de l'énergie finale consommée. Ça, c'est pas toujours très bien compris et il y a des personnes qui interprètent ça vraiment comme de la sobriété, comme du renoncement. On parlera de l'importance de la sobriété plus tard, mais dans la stratégie nationale bas carbone, donc dans la feuille de route pour l'instant utilisée par France, il y en a extrêmement peu. Et en fait, il y a plutôt ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique. Donc en fait, on va avoir quelque chose un peu incrémental, des processus industriels de plus en plus efficaces, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'efficacité qui est gagnée dans ce qu'on appelle en anglais du fuel switching. Donc en français, on dirait de changement de carburant, de changement de vecteur. Par exemple, aujourd'hui, pour la mobilité légère, pour toutes les voitures du pays, il y a besoin d'à peu près 300 TWh de pétrole. Si on veut exactement la même mobilité, ce qui est sans doute pas souhaitable, mais si on veut exactement la même mobilité avec des voitures électriques, il y a besoin plus que de 100 TWh. Ça, c'est lié au rendement des moteurs, au stockage de l'énergie, etc., c'est ça? C'est lié au rendement des moteurs, ouais, parce que l'énergie finale, on compte ce qui est vendu aux particuliers. Et un moteur thermique, ça a un rendement autour de 30-35%. Donc, quand vous mettez 3 kWh d'essence dans votre réservoir, vous aurez 1 kWh d'énergie cinétique, quoi, vraiment pour faire avancer la voiture. Alors que un moteur électrique, ça a un rendement plutôt autour de 90%. Donc, il y a ce facteur 3 qu'on retrouve. Et ça serait pareil si on regarde une pompe à chaleur. Pour avoir la même chaleur chez vous, vous avez besoin de mettre environ 1 kWh dans une pompe à chaleur au lieu de 3 kWh de gaz brûlé. Donc, en fait, quand on fait ces changements, on a une réduction de l'énergie finale qui est liée uniquement à des facteurs d'efficacité énergétique. Et alors, dans la stratégie nationale bas carbone, donc ces 900 TWh qui se substituent aux 1600 de consommation actuelle, ça correspond à un mode de vie qui serait le même qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a de la sobriété engagée aussi là-dessus?
Alors, dans la stratégie nationale bas carbone, il y en a assez peu. Après, RTE a essayé d'étudier la sobriété, donc on peut en parler, même si j'en parlais pas beaucoup dans ma vidéo, je pourrais en toucher quelques mots. Donc, il y a assez peu de sobriété, il y a assez peu de renoncement du type il faut chauffer de 2 degrés de moins les logements, ou alors vous devez renoncer à votre voiture. Il y a assez peu de ça. Par contre, c'est quand même un monde qui est très différent. En fait, ça veut déjà dire des chantiers qui sont énormes, hein, ne serait-ce que changer toutes les voitures, c'est un chantier énorme avec des impacts de matière qui sont importants. Dans la stratégie nationale bas carbone, il y a des cibles très ambitieuses de rénovation des bâtiments. Et d'évolution du chauffage, etc. Donc, effectivement, il y a pas de, ils n'ont pas inscrit de renoncement en termes de confort, mais c'est quand même une société qui sera très différente de la nôtre, et c'est quand même un chantier qui est absolument énorme. Et d'ailleurs, c'est un peu critiqué, hein, sur ces cibles parce qu'elles paraissent extrêmement ambitieuses, notamment en vue, par exemple, de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de rénovation des bâtiments, où on est plutôt en retard. Donc, en fait, au lieu d'essayer d'activer ce levier de sobriété, qui est un levier un peu compliqué d'un point de vue politique, eh ben, on pousse celui de l'efficacité énergétique vraiment à fond, et ça pose la question de est-ce qu'on arrivera à aller aussi loin en termes d'efficacité énergétique, ou est-ce qu'on doit envisager un peu plus de production, ou est-ce qu'on doit envisager un peu des efforts de sobriété, sachant que sur certains points au moins la société y est peut-être plus prête que le politique l'envisage, quoi. Ouais, donc on revient toujours au débat, en gros, sobriété versus innovation presque. Alors, je dirais pas versus, parce qu'en fait, il y a aucun scénario où il n'y a pas d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, elle est absolument nécessaire. Et surtout, si c'est des gains faciles, enfin, personne va dire on va faire des efforts parce qu'on n'a pas envie de rénover les bâtiments, ou on va faire des efforts parce qu'on n'a pas envie de voiture électrique. Ça aurait aucun sens. Donc, je dirais pas versus. C'est plus une question de dosage. En fait, il y a une question politique, hein, que moi j'ai du mal à. Enfin, moi, je parle beaucoup de technique sur la chaîne, mais il y a une question. Enfin, il y a des questions politiques là-dedans qui sont quelle société on veut. Est-ce qu'on veut autant de place pour la voiture? Est-ce qu'on veut travailler autant? Est-ce qu'on veut consommer autant? Est-ce qu'on veut avoir autant d'objets, autant de services? Qu'on a besoin de se chauffer autant? Donc, il y a des questions politiques. Et une fois que ces questions politiques sont tranchées, c'est les plus dures, hein, on se décide un peu sur, par exemple, une cible en termes de consommation, et en face, on peut décider de ce qu'on met comme production. Donc, vraiment, je dirais pas versus parce qu'on a besoin d'efficacité. Je dirais pas versus non plus parce que la sobriété ne nous permet pas d'éviter la question nucléaire contre renouvelable, par exemple. Peu importe la cible qu'on a au final, faut faire des choix sur comment on produit. Il y aura toujours besoin d'électricité au final. Personne n'envisage aujourd'hui une société sans électricité. Enfin, en tout cas, ce serait des franges très minoritaires, et il n'y a pas vraiment de scénarios qui vont vers ça. Et donc, voilà, la sobriété, l'efficacité, est-ce qu'on réindustrialise? C'est aussi une question politique. Ça définit ce qu'on doit viser comme production d'électricité. Et après, il y a toutes les questions de comment on produit ça. D'accord. Eh ben, alors, plongeons dans quels sont les futurs. Donc, est-ce que tu peux nous présenter peut-être le scénario, enfin RTE et son scénario et ses scénarios 2050. Quel est l'objectif de ce rapport? Alors, l'objectif de ce rapport, il est d'éclairer sur les possibilités qu'on a, les choix qu'on a à faire. Et donc, RTE, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vraiment de donner différents mix de production d'électricité, et ils ont fait également différentes cibles en termes de production. Donc, il y a un scénario de référence qui est, de mémoire, il faudrait que je retrouve, mais c'est 645 TWh ou 635, je crois, qui est un scénario un peu médian, qui est un scénario voilà, ça serait la quantité d'électricité consommée en 2050, notamment à cause de ces nouveaux usages. Et en fait, même pour la consommation visée, RTE a fourni des alternatives. Donc, il y a par exemple des scénarios de réindustrialisation, donc où la France fait revenir les industries dont elle bénéficie aujourd'hui en important les produits. Et donc, évidemment, ça veut dire une consommation d'énergie qui est plus grande sur le territoire. Parce que là, on parle de ce qu'on va faire en France. Il y a également une variante sobriété où, en activant différents leviers, donc on se chauffe un peu moins, on se déplace moins, on fait un peu plus de télétravail, enfin tous ces leviers-là, hein, qui sont quantifiés, ce qui est très intéressant. Eh bien, ça permet d'avoir une cible en 2050 de consommation qui est plus basse que dans le scénario de référence. Donc là, on a des variantes sur la consommation.
Et ça montre ce travail de RTE qui essaie de montrer des points dans l'espace des possibles. Mmh. Et après, on peut se faire un peu une idée de ce qu'il y a entre. Personne ne croit que c'est les seules trajectoires possibles. C'est un peu des repères pour comprendre ce qui peut arriver. C'est à ça que servent les scénarios. Et donc, il y a différents points pour la consommation. Et en face, on met ce qu'on envisage en termes de production. Donc, est-ce qu'on construit à nouveau du renouvelable? Est-ce qu'on construit à nouveau du nucléaire? Parce que du renouvelable, il y en a besoin dans tous les scénarios. Le renouvelable, est-ce qu'on fait plutôt des grands parcs ou est-ce qu'on fait plutôt des choses diffuses? Est-ce qu'on parie plus sur l'éolien ou est-ce qu'on parie plus sur le photovoltaïque? Et donc, et ça, ils le font pour les différentes variantes de consommation. Donc, ça donne un peu une carte des possibles, ce qui est très, très intéressant par rapport à des approches qui seraient très scénarisées ou qui seraient d'un scénario unique, parce que ça permet de voir avec les différences entre les scénarios vraiment quel choix on a et quelle peuvent être la portée de ces choix. Ça a été un gros travail que moi je trouve crédible. Voilà, moi qui bosse un peu sur l'énergie depuis quelques années, c'est un travail où j'ai été très, très agréablement surpris. Je trouve que il y a beaucoup d'éléments à tirer. Il y a vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un beau boulot, quoi. Ça a été fait en concertation assez large avec des acteurs qui ont des sensibilités très différentes. Donc à la fois avec des industriels, EDF, GRDF, avec des associatifs anti-nucléaires, Négawatt, Sortir Nucléaire, avec des associatifs pro-nucléaires. Je connais que les voix du nucléaire dans ce cas-là, mais quand on regarde les partenaires qui ont été consultés, avec lesquels ils ont discuté, etc., c'est vraiment très large. Il y a des industriels, il y a des associatifs, il y a des universitaires, et ils ont essayé d'être un peu au milieu de tous ces débats compliqués et de donner des éléments pour qu'on puisse se positionner et faire les choix les plus pertinents. Et là-dedans, donc, il y a 6 scénarios. C'était ma question, du coup. Quels sont les 6 scénarios principaux qui ressortent de ce rapport? Ok. Alors, il y a 6 scénarios. À chaque fois, ils essayent de répondre. Ils essayent de répondre à cette problématique dont on a parlé, qui est de l'augmentation de la demande. De la demande, et aussi à une autre problématique dont on n'a pas parlé, qui est que aujourd'hui, on l'a dit, la production d'électricité repose pour une grande part sur des centrales nucléaires. Et le problème, c'est que ces centrales nucléaires vont être amenées à fermer petit à petit, tout simplement parce que elles vieillissent. Et donc, c'est à l'ASN de trancher, ou aux politiques, s'ils choisissent de trancher avant que l'ASN force la fermeture. Mais l'autorité de sûreté nucléaire, c'est elle qui a le dernier mot, parce que c'est elle qui gère la sûreté des réacteurs. Pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Entre 2020 et 2035, dans la programmation de l'énergie en France, il y a 14 réacteurs qui doivent être fermés. Après, c'est une question politique, on peut revenir dessus. Vu les derniers discours d'Emmanuel Macron, c'est possible qu'on revienne là-dessus et qu'on essaye de prolonger au maximum les réacteurs nucléaires existants. Aujourd'hui, on en a 55, 56, c'est ça? On en a 56. 56. Il me semble, on en avait 58 avant la fermeture des deux de Fessenheim. Donc aujourd'hui, on en a 56. Et en fait, prolonger les réacteurs nucléaires. Donc le nucléaire émet peu de CO2. Donc en fait, ça permet d'avoir peu d'émissions de CO2 sur la production d'électricité. Et les prolonger, ça peut être intéressant parce que ça permet de déployer d'autres moyens en attendant. Et en plus, c'est rentable en fait. C'est des actifs qui sont amortis depuis longtemps. Le nucléaire, c'est beaucoup de coûts à la construction, assez peu à l'opération au final. Et du coup, c'est quelque chose qui est très économique. C'est aussi un résultat que montre le rapport de RTE, c'est que le plus rentable pour produire de l'électricité, c'est la prolongation des vieux réacteurs nucléaires. Mais même si on les pousse au bout, c'est très probable qu'on enferme la majorité dans les 3 prochaines décennies. Donc en fait, aujourd'hui, on est à un moment où les réacteurs nucléaires vont être fermés petit à petit, plus ou moins rapidement suivant des choix politiques, évidemment, mais ils vont être fermés de toute façon dans les 3 prochaines décennies pour une bonne part, sauf si on essaye de prolonger au-delà, mais là, il y a des grosses incertitudes, donc c'est aussi un pari qui peut être risqué. Donc on a le nucléaire qui va décroître, on a une demande qui croît, et on se retrouve au milieu à devoir choisir comment reconstruire quasiment tout un système de production d'électricité. Donc on est face à des choix. RTE propose un peu 6 scénarios clés. Donc il y en a 3 sans construction de nouveaux nucléaires. Un premier scénario entièrement renouvelable qui fait en plus le pari d'une fermeture anticipée assez rapide des centrales nucléaires, donc plus vite que ce qui est envisagé jusque-là.
Un deuxième scénario où on fait le pari de renouvelables qui sont plutôt diffus sur le territoire, et on fait notamment le pari de beaucoup de photovoltaïques sur des toitures existantes, notamment des toitures de particuliers. Et ça coûte plus cher que de les poser au sol ou de les poser sur des grosses toitures de type supermarché ou parking, parce qu'à chaque fois, il faut s'adapter. On fait venir des gens pour en installer 2, 3, 4, 5, 6 au lieu d'en installer une centaine d'un coup. Et un troisième scénario qui fait un pari plutôt de grands parcs photovoltaïques au sol et surtout de grands parcs éoliens. Donc ça, c'est pour les 3 scénarios renouvelables, sachant que effectivement le renouvelable, on y viendra, mais ça impose aussi un renforcement du réseau électrique, une modification de la manière dont le réseau électrique fonctionne aujourd'hui, l'ajout de moyens de stockage. Et il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que dans ces scénarios RTE, il y a une part importante, je dirais un peu moins de la moitié en général, enfin, ou peut-être un peu plus de la moitié, qui est de l'éolien, qui est de l'éolien en mer, qui est une technologie. Aujourd'hui, on va raccorder les premières éoliennes en mer en France en 2022. Il y avait quelques prototypes, mais à part ça, le premier parc va être raccordé en 2022. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau et ça a une part qui est non négligeable dans les scénarios. Donc, ça, c'est les 3 scénarios renouvelables. Et ensuite, on a 3 scénarios où on envisage du nouveau nucléaire. Donc, ça va pas être tout à fait le père de Flamanville, ça va être ce qu'on appelle des EPR2. Et là, les trajectoires sont assez différentes. Donc, il y a un premier scénario où on se retrouverait avec 26% de nucléaire en 2050, un autre à 36% et un troisième à 50%. Là aussi, il y a pas mal de questions là-dessus. En fait, ce qu'a fait RTE, c'est qu'ils avaient une trajectoire encore plus importante de déploiement des EPR2 et c'est les industriels qui ont dit que ces trajectoires seraient difficiles à tenir. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les trajectoires hautes de nucléaire sont plutôt contraintes par des problèmes, par des limites industrielles en termes de déploiement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déployé de nucléaire et actuellement, on se rend compte qu'on a quelques difficultés à le déployer. Quelques remarques de plus, 50% de nucléaire en 2050, c'est à peu près la même production de nucléaire qu'aujourd'hui. C'est juste que vu qu'on produit plus en 2050, on se retrouve avec une part à 50% au lieu d'aujourd'hui être à 70, 75%. D'accord. Donc, ça serait le scénario 50%, c'est un scénario où la production de nucléaire électrique reste à peu près constante et par contre, la production liée au renouvelable augmente. Donc, dans tous les scénarios de RTE, le renouvelable est au moins à 50% en 2050. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? La différence entre le deuxième et le troisième scénario nucléaire, donc entre ce qu'on appelle N2 et N03, entre le scénario à 36% de nucléaire en 2050 et le scénario à 50% de nucléaire en 2050, elle tient pas aux EPR2 parce qu'on considère que c'est une contrainte. Donc, il y a le même nombre d'EPR2 en 2050 dans ces 2 scénarios. Par contre, dans le scénario avec plus de nucléaire, avec 50% en 2050, on fait le pari de pouvoir prolonger des centrales nucléaires au-delà de 60 ans. Donc là, c'est un pari qui est incertain. Et on fait le pari également de déployer ces petits réacteurs modulaires qu'on appelle des SMR. Et là aussi, pour l'instant, ça n'existe pas et c'est en prototypage. Enfin, ça n'existe pas, voilà. Ça n'existe pas disponible commercialement et facilement déployable. Donc là aussi, c'est un pari sur des nouvelles technos encore plus incertaines que des EPR2. D'accord. Ouais, là, pour les 6... On a fait le tour des 6 scénarios principaux, donc là à chaque fois qui sont déployés pour la variante sobriété, la variante médiane et la variante consommation forte, réindustrialisation. Ouais, sachant qu'on pourrait panacher, on peut aussi imaginer des scénarios entre deux. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, la manière dont c'est construit aujourd'hui dans les rapports de RTE, la limite haute pour le nucléaire est industrielle, ce qui veut dire que si tu prends le scénario avec le plus de nucléaire, mais que tu appliques la variante sobriété, tu construis la même chose en termes de nucléaire, tu construis le maximum que tu peux, mais tu te retrouves avec une consommation qui est moindre en 2050, ce qui fait que c'est le seul scénario, la seule façon d'avoir plus de 50% de nucléaire en 2050 avec ces scénarios de RTE, c'est d'appliquer la variante sobriété dans les scénarios où il y a le plus de nucléaire. Parce que à ce moment-là, la sobriété, on l'applique sur le renouvelable qu'on ajoute au système et on garde le max de nucléaire qu'on pourrait construire. Donc, il y a au moins un scénario avec plus de 50% de nucléaire. C'est quand on déploie le max de nucléaire et qu'on fait le max pour la sobriété. Là, on peut aller au-delà pour ceux qui ont un amour inconditionnel pour cette technologie. Ça marche. On a bien fait le tour. Merci pour cette présentation.
Voilà, c'est la fin de cette première partie d'épisode avec Rodolphe Meyer. On a dressé le tableau de notre système électrique, de ses avantages et inconvénients et des nouveaux besoins qui sont en train de se créer. Dans le prochain épisode, on revient sur les défis des différentes sources d'électricité, les mix possibles, des partenariats internationaux, du coût de la transformation à acter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.